Donc en introduction, je vais vous faire une petite introduction, si je peux mettre ma vidéo, mais là aussi voilà, ça a l'air de marcher. Ok, ça marche. Donc, euh, donc juste pour vous prévenir en préambule que cette session sera enregistrée et c'est notre collègue Régis qui aura donc la version enregistrée, qui pourra la faire suivre. Tout d'abord, un bonjour à tous et puis un grand merci d'être tous présents euh, pour ce rendez-vous dispositif prioritaire d'Iveco 6. C'est donc une nouvelle session que nous démarrons sur des webinaires scientifiques qui, à chaque fois, ont plus de succès compte tenu du nombre de participants sur un sujet qui nous intéresse tous, qui est particulièrement préoccupant, qui touche donc un ravageur invasif en Afrique de l'Ouest, mais pas qu'en Afrique de l'Ouest, hein, puisque je l'ai rencontré à l'occasion d'une mission en Martinique, et d'ailleurs mon collègue Serge Simon, que certains d'entre vous connaissent, a été sollicité par la région de Martinique et des Antilles pour pouvoir mettre en place des expérimentations pour contrôler ces jacides qui font des dégâts considérables sur le gombo, qui en passe d'être donc certains ont carrément arrêté la production. Vous n'êtes pas sans savoir l'impact de ce ravageur pour ceux qui sont de la filière cotonnière, sur le coton. Depuis les années 2020-2021, il y avait déjà des attaques importantes de jacide, mais cette nouvelle espèce a considérablement, d'ailleurs, est en voie de remplacer aussi, elle l'a complètement, hein, remplacé les espèces locales, les deux ou trois espèces locales, mais en plus, elle est sans doute responsable d'un très grand nombre des pertes de production conséquentes, hein. On parle en moyenne de 30% de pertes de production sur la filière cotonnière, moins sur les années 2021, 2022, peut-être 2023, peut-être un peu moins 2024, on le verra. Sachez aussi que, comme d'autres malvacées, hein, en particulier le gombo, l'aubergine et le gombo, est aussi extrêmement attaqué par cette jacide. Malheureusement, contrairement au coton, on n'a pas c'est difficile d'avoir les chiffres exacts, mais vous verrez quand même beaucoup de témoignages sur l'impact extrêmement important sur le gombo, qui est dans les cultures de légumes la deuxième, souvent la troisième culture la plante la plus cultivée en ce qui concerne les légumes en Afrique de l'Ouest. Mais pas que le gombo, en fait, il y a aussi l'aubergine africaine, et en particulier Solanum aegypicum, qui montre aussi des symptômes d'attaque avec à la clé des réductions des pertes de production conséquentes. Vous êtes plusieurs à avoir conduit des études un peu à la fois sur la prospection, sur la connaissance de ces espèces, sur l'impact, et puis aussi sur la façon de la réguler. C'est une des raisons pour lesquelles on a proposé ce sujet de webinaire, hein, au vu déjà des participants à ce webinaire, on voit bien le nombre de personnes que ça intéresse de près ou de loin. Je trouve que c'est une bonne opportunité de profiter de d'Iveco 6 et de son implantation dans un nombre important de pays de la sous-région, parce qu'il va nous permettre de mettre en commun un peu l'état des connaissances, savoir qui fait quoi. Et comme vous le savez, on est quand même pas si nombreux que ça comme entomologistes à travailler dans la région. Et donc, on a tout intérêt à partager à la fois nos connaissances, nos savoirs, et de savoir aussi qui fait quoi pour pouvoir se renseigner. Même moi, pour le premier, hein, j'ai profité de mes faibles connaissances sur la jacide, recommander aux Antillais d'utiliser l'apichi, qui est une solution en fait d'extrait de plantes utilisée au Burkina Faso pour lutter contre les acides. Donc voilà, sans plus tarder, j'aimerais aimer, si c'était possible. Alors il y a un écho, je ne sais pas qui est-ce qui a laissé son micro. Peut-être Monsieur Gaboré. Émile Gaboré, là, si vous pouviez éteindre votre micro. Euh, Je suis pas aussi. Monsieur Gaboré, est-ce que vous pourriez éteindre votre micro, s'il vous plaît? Voilà, Oui. merci. Euh, Aimé, est-ce que tu peux me dire quel est le premier intervenant? J'ai pas noté la liste que tu as donnée. Aimé? Oui, oui, Martin, bon, c'est pas un ordre vraiment figé, sinon c'est Docteur Koulibaly Diakaria qui pourrait nous présenter
les résultats de ces travaux en Côte d'Ivoire. Et après, ce serait Dr. Djibril Aboubakar du CIRAD qui va nous parler du Burkina Faso, du Bénin et éventuellement du Togo. Et ce sera pour finir sur le cotonnier Dr. Saturnin Azonquin. Mais Régis D'accord. disait tout à l'heure que, bon, si Dr. Koulibaly est prêt, il n'a qu'à partager son micro. Sinon, Docteur Koulibaly, vous êtes prêt? Je sais pas si vous êtes, je vous vois, je sais pas si vous êtes Oh, présent. oui, oui, je suis là avec Osei qui est prêt. Ah, ben allez-y. Alors, essayez de partager votre présentation. Bonjour, D'accord. bonjour Océ, ravi que tu puisses nous présenter les fruits de vos activités sur les jacides en Côte d'Ivoire et en particulier les infestations en particulier sur les cultures maraîchères, gombo et aubergines. Vous pouvez télécharger partager votre présentation, docteur Océ? Oui, on est en train de tenter, parce qu'il y a eu des problèmes pour connecter avec mon propre appareil, qui est facile à utiliser. Il va essayer. Alors, cool, si jamais vous avez des difficultés pour partager, ce que je Oui, vous propose, c'est de m'envoyer la communication. J'ai déjà récupéré celle d'Aboubacar, donc je pourrais partager celle d'Aboubacar si vous n'êtes pas prêt et vous passez après. Qu'est-ce que vous en pensez? oui, 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 il faut dire qu'il n'a qu'à avoir qu'à commencer. Euh, Bonjour, docteur Thibault. Oui? Oui? C'est le Océ? OC, oui. Euh, Oui, comment vas-tu? pour le moment, on a des difficultés pour partager. D'accord, Donc, euh, celui qui est prêt peut commencer et puis nous, on va prendre le relais, si possible, quoi. d'accord. Euh, Alors, moi, je vais être Bonjour, comme vous, hein. Je suis en train bonjour de... à toutes et à tous. Bonjour, docteur Thibault. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour à vous. Je Ouais, sais pas qui parle. c'est professeur CK. Ah, Ouais. professeur Seka. Content Ouais, de c'est vous un avoir. membre de l'équipe du Côte d'Ivoire. Ouais. Ah, je peux partager maintenant. C'est Ouais, bon. ouais, il faut dire que tu vas partager. Il faut dire que c'est OK, OK. Ouais, Thibaut? Oui? Oui? Oui, cool. Vas-y. Si vous pouvez partager, allez-y, hein. J'ai pas encore... sinon, je partage celle de Aboubacar Souna. C'est en train d'arriver, on dirait. Est-ce que vous pouvez mettre en plein écran? C'est parfait. C'est parfait. Bon, ben aussi, vous avez 15 minutes, 15-20 minutes, hein, essayez de faire le plus vite, sachant qu'il y aura 5 minutes de questions. Si on peut rester sur les temps de 15 minutes, ça serait très bien. Vous avez la parole, docteur Ossé. Ah, on vous entend pas. Votre micro est coupé, Ossé. C'était bon, hein, la présentation, hein. Vous me recevez maintenant? Maintenant, je vous reçois, mais la présentation est plus en plein écran. OK. Mais sinon, je vous entends, hein. Voilà, c'est parfait. Vous pouvez y aller. OK, merci, docteur Thibault. Je profite de l'occasion pour saluer toutes les personnes présentes en ligne. Et bon, je vais présenter la contribution du programme culture maraîchère protéagineuse du CNRA dans la gestion et le contrôle des jacides en culture maraîchère. Donc, il faut dire que le programme, il y a d'abord le chef de programme qui est Koulibaly Noupé. Et puis, bon, nous faisons appuyer par le programme Coton dans la gestion des jacides aussi. Donc, il faut dire qu'au niveau du programme culture maraîchère, nous intervenons sur plusieurs spéculations. Mais les trois cultures qui sont vraiment attaquées par les jacides où les dégâts sont perceptibles, il y a l'aubergine, le gombo et l'oseille de Guinée. Donc, nous savons tous que ce sont des cultures vraiment importantes du point de vue économique et ces cultures-là participent fortement à l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations.
Mais nous constatons depuis 2021 que ces cultures sont beaucoup attaquées. Et dans les études faites par le programme du coton du CNRA, nous avons identifié une nouvelle espèce, comme vous le savez tous, qui du nom de Amarasca bigotula, qui provoque des dégâts vraiment très importants. Au niveau du coton, ces dégâts sont estimés en 2021 à 256 000 tonnes, donc ce qui a induit une perte de près de 80 milliards de francs CFA. Au niveau des cultures maraîchères, on constate une chute drastique de la production du gombo de l'aubergine. Souvent, il y a des producteurs même qui abandonnent leurs parcelles du fait des attaques vraiment très importantes des jacides. Donc, ce ravageur très invasif, c'est une sérieuse menace à la fois pour la sécurité alimentaire et l'économie nationale. Il faut dire qu'au niveau du programme en culture cotonnière, des produits phytosanitaires ont été testés avec succès par le CNRA, mais pour les cultures maraîchères, il y a une forte inquiétude, c'est-à-dire on a peur que ces produits-là, les producteurs utilisent ces produits efficaces du coton sur le maraîcher. Si cela se fait, ça peut impacter négativement la qualité des productions. Et puis, donc, nous pensons qu'il est vraiment urgent et nécessaire de proposer non seulement des méthodes de lutte, mais qui sont agroécologiques, qui tiennent compte de l'environnement et de la santé du consommateur en culture maraîchère. Donc, j'ai deux principales activités à présenter. D'abord, un état des lieux des connaissances sur les jacides et leur attaque sur les cultures maraîchères, et puis une seconde partie qui va porter sur la synthèse des travaux que nous avons réalisés pour lutter contre les jacides en culture maraîchère. Donc, en ce qui concerne l'état des lieux des attaques des jacides en culture maraîchère, il faut dire que bon, nous avons débuté les études dans deux grandes régions, deux fortes zones de production maraîchère, c'est-à-dire la région du Gbeke et la région de Gbeke et du Bélier, qui sont dans le centre de la Côte d'Ivoire. Et nous avons parcouru 20 localités dans ces deux régions-là. Nous sommes entretenus avec au moins 84 producteurs et nous avons pu visiter 50 parcelles, dont 24 dans le Gbeke et 6 dans la région du Bélier. Donc, nous avons rencontré les producteurs, nous avons de façon individuelle, et puis nous avons organisé aussi des focus group. À la suite de cela, nous avons fait des visites de terrain et collecté des insectes. Donc, il faut dire que c'est alarmant sur le terrain. Les jacides attaquent, les dégâts sont vraiment sévères sur le gombo, l'aubergine et l'oseille de Guinée, avec des jaunissements. Souvent, il y a l'apparition de couleurs rouge brique sur les feuilles. Donc, c'est vraiment très grave. Il faut dire que je présente déjà des parcelles de gombo qui sont sévèrement attaquées par les jacides. Voilà, c'est des parcelles de gombo et puis c'est des parcelles de gombo qui sont attaquées par des jacides. Donc, allô? Il faut dire que quand nous avons échangé avec les producteurs, généralement, avant l'invasion des jacides, ils arrivaient à faire plus de 8 récoltes. Mais avec les jacides, le nouveau jacide Amarasca bigotula, ils sont confrontés à une perte, c'est-à-dire ils font 1 ou 2 récoltes. Il y a eu des pertes vraiment importantes. Certains producteurs estiment ces pertes à 100%. Il y a eu plusieurs cas d'abandon dans les deux grandes régions, deux grandes zones de production maraîchère que nous avons parcourues. Et dans plusieurs localités, comme voilà, des localités de Botro, Zangokro, Zubiakro, Djebonois, il y a eu des abandons de parcelles dus à l'action des jacides. Donc, nous avons, au cours de cette mission, collecté les jacides et nous sommes venus au laboratoire, nous avons constaté que 98% de ces jacides-là, c'était l'espèce Amarasca bigotula. Seulement 2%, c'était une autre espèce qui était couramment rencontrée en Côte d'Ivoire, qui est Jacobiasca libica.
Quelles sont les solutions tentées par les producteurs? Ils augmentent les doses, les fréquences de traitement. Nous avons remarqué que la plupart des matières actives qui sont homologuées sur les cultures maraîchères s'avèrent inefficaces selon les producteurs. Donc, ils sont livrés à eux-mêmes des traitements à intervalles réguliers de 2 à 3 jours. Il faut noter que malgré l'usage intempestif de ces molécules chimiques de synthèse, il y a toujours les dégâts, il y a la persistance des infestations et des dégâts occasionnés. Voilà ce que j'avais à dire un peu sur l'état des lieux des connaissances sur les jacides. Et en second lieu, voilà, je vais vous faire une petite synthèse des travaux agroécologiques que nous avons effectués pour lutter contre les jacides en culture maraîchère. Donc, il y a 3 activités. La première porte sur l'évaluation de la tolérance de 48 accessions de gombo de la collection des ressources génétiques du CNRA, donc la tolérance aux jacides en station de recherche. En deuxième lieu, nous avons évalué le niveau d'attractivité de différentes plantes hôtes, notamment les malvacées, sur le jacide Amrasca bigutula. Et en troisième lieu, on a évalué une stratégie, c'est-à-dire en utilisant un biostimulant. Le biostimulant est combiné avec un biopesticide et nous avons évalué son effet là dans le contrôle des jacides en culture de gombo. En ce qui concerne l'évaluation de la tolérance des 48 accessions de gombo aux attaques des jacides, il faut dire que nous avons fait, c'était sous pression naturelle. Aucun traitement phytosanitaire n'a été appliqué sur la parcelle et les observations ont porté sur la pubescence selon les descripteurs de l'UPOV et la sévérité des dégâts causés par les jacides. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette étude? Nous avons pu identifier 4 accessions qui présentaient des indices de sévérité vraiment faibles. Ils étaient inférieurs à 2, tandis que les 44 autres là avaient des indices supérieurs qui étaient vraiment élevés, avec des frissures ou des taches rouges briques sur les feuilles. Mais parmi ces 4 accessions-là, il y a 2 qui étaient moyennement pileuses, qui résistaient aux attaques, qui étaient tolérants aux attaques des jacides. Pour le deuxième point, l'évaluation du niveau d'attractivité des différentes plantes hôtes, notamment les malvacées, c'est-à-dire nous avons utilisé 3 plantes hôtes, à savoir le gombo, le coton et l'oseille de Guinée. Il faut dire que durant l'étude, aucun traitement phytosanitaire n'a été appliqué sur les parcelles. Nous avons collecté les jacides sur les différentes spéculations et il ressort des observations que c'est une seule espèce de jacide et c'est bien sûr la nouvelle espèce qui est Amrasca bigutula. Nous avons dénombré les jacides sur ces différentes plantes hôtes en fonction des stades phénologiques. Il faut dire que quel que soit le stade phénologique, le plus grand nombre de jacides par feuille a été observé sur le gombo. Les plus petits nombres, c'est sur l'oseille de Guinée. Ça a été la même chose, la même observation au niveau de l'indice de sévérité des dégâts causés par les jacides. Il faut dire que les dégâts sont plus sévères sur le gombo et moins sévères sur l'oseille de Guinée. Et le troisième point maintenant qui est l'évaluation d'une stratégie, un biostimulant et un biopesticide. Il faut dire que nous avons testé plusieurs biopesticides. Nous avons eu des biopesticides que des firmes nous ont envoyés et que, avec l'aide du programme Coton, nous avons testé aussi. En dehors de ça, nous avons nos propres formulations que nous avons testées. Mais avec tous ces biopesticides testés, il y a un seul qui a été qui a eu un effet sur les jacides. Et c'est avec ce biopesticide-là, nous avons poursuivi les études que je vais vous présenter. Donc, il faut dire que nous avons évalué cette stratégie, c'est-à-dire biostimulant, combiné
aux biopesticides efficaces et les résultats sont présentés, c'est-à-dire que au niveau de cette combinaison de méthodes de biointrants, les plus petits nombres de acides ont été observés sur ces parcelles-là. Voilà. Donc, nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons évalué aussi la sévérité des attaques occasionnées par ces acides-là. Nous avons vu que les indices de sévérité les plus faibles, les plus petits ont été observés sur la parcelle qui a reçu l'apport du biostimulant et qui a été ensuite traité par le biopesticide. Nous vous présentons quelques images, voilà, de la parcelle de Gombo où il n'y a pas eu de traitement. Vous voyez les jaunissements au niveau des feuilles et à votre droite, la parcelle de Gombo qui a été traitée avec le biostimulant plus le biopesticide. C'est toute une stratégie, c'est-à-dire que nous avons, pour ne pas rentrer dans les détails, il y a un moment précis, il faut apporter le biostimulant et puis des moments aussi, il faut apporter le biopesticide. Ce n'est pas un mélange, mais on applique à une période bien précise. Voilà. Et nous avons mené l'essai avec des producteurs en milieu paysan. Depuis le semis, nous leur avons donné le biostimulant, le biopesticide, et vous voyez ces images-là. Je pense que ces dames sont beaucoup satisfaites de ces résultats. Donc, nous ne devons pas nous arrêter là. Nous voulons confirmer la tolérance des accessions identifiées en milieu contrôlé. Voilà, voilà, il peut y avoir des collaborations pour travailler ou bien peut-être même des projets pour aller plus en profondeur. Je pense que le programme culture maraîchère protéagineuse du Sénat est ouvert. Et puis, nous voulons confirmer l'efficacité de cette stratégie de lutte, c'est-à-dire le biostimulant puis le biopesticide. Voilà, une seconde fois en milieu paysan. Et nous ne comptons pas nous arrêter là, à analyser les fruits issus des tests pour quantifier les quantités des résidus. Donc, Dr Thibault, voilà présenter un peu ce que le programme culture maraîchère protéagineuse avait à vous montrer. Voilà. Merci. Ah. Merci, merci, monsieur docteur Ossé, pour votre présentation. Vous avez respecté le temps de parole, vous êtes parfait. Peut-être si vous pouvez départager votre communication. Et puis, je vais, de façon à ce que je puisse voir s'il y a des mains levées pour prendre quelques questions. D'accord. Est-ce que vous pouvez départager? Allô? Oui, est-ce que vous pouvez départager votre présentation, Ah, docteur Ossé? départager, ok. De façon comme ça, je peux voir les intervenants. Ah, tu le partages. Rouge, ouais. Y a-t-il, alors, je vois docteur, alors, Saturnin Azompin. Saturnin, vous avez une question. Et après, ça sera Anna Lopez. Oui, J'ai pas l'ordre, hein, vous m'excusez, j'ai pas l'ordre des questions, mais donc, bon, je prends comme je les vois. Saturnin, allez-y, vous avez la parole. Vous pouvez mettre ok, votre micro. Voilà, merci, docteur Thibault, je vous remercie. Oui, vous allez-y. m'écoutez? Oui, 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 on vous J'espère. entend. Très bien. Ok, merci au présentateur pour la présentation de cette travaux. Je voudrais juste savoir le biostimulant dont il a parlé, je voudrais savoir un peu plus et aussi le biopesticide, de quel biopesticide et, et à quelle période le biostimulant et le biopesticide ont été apportés. Merci. Ossé, vous pouvez répondre? Allô? Vous Oui, m'entendez? allez-y. Oui, oui, très bien. Allez-y. Euh, bon, actuellement, comme nous sommes, toujours, nous voulons confirmer une seconde fois en milieu paysan.
Donc, nous ne pouvons pas, pour le moment, diffuser ces molécules-là. Mais pour les périodes de traitement, là, je peux quand même dire quelque chose. C'est-à-dire pour le biostimulant, on, on fait, c'est comme un engrais de fond. On apporte avant la culture. Et puis, au stade végétatif, on fait deux autres apports. Concernant l'insecticide, le bioinsecticide, ça, c'est tous les 7 jours durant la phase végétative à partir de la 3e semaine après semis au niveau du gombo. Voilà, pour le moment, c'est tout ce que je peux dire concernant cette stratégie de lutte. Merci, José. Anna, tu voulais intervenir? Vous m'entendez? Oui, oui, c'est la parole. Ma question allait un peu dans le même sens que Saturnin parce que nous aussi au Bénin on teste les biopesticides et pour le moment on n'a vraiment pas eu un résultat efficace de ce qu'on teste par rapport aux acides. Donc je voulais un peu avoir plus d'informations mais je vois qu'on ne peut pas les savoir malheureusement pour la prochaine campagne. José, vous pouvez Allô? compléter ce que vous avez déjà dit ou? Bon, alors, si je peux compléter, je laisse. Ah, ok, d'accord. Donc, pour le moment, je pense que très bientôt, Mhm. si nous avons confirmé l'efficacité, je pense que nous n'allons pas garder ça. Nous allons diffuser, voilà, tous ces molécules-là. Donc, il reste une seconde confirmation. C'est tout ce qu'on peut Eh dire. ben, merci beaucoup. De toute Prof, façon, c'est une bonne façon de faire, hein. Mieux vaut être sûr quand même de ces résultats. C'est ça. Mhm. Et je comprends tout à fait que ce ne sont que des résultats préliminaires. C'est un peu le but de ce webinaire, hein. C'est aussi de voir un peu qui fait quoi. Et voilà. En tout cas, je pense que c'est aussi très prudent de votre part, hein, d'attendre confirmation pour ces docteur, résultats-là. docteur Oui, Thibault, docteur oui, Thibault, oui, oui, ouais, professeur Seka Una, Côte oui, d'Ivoire. Oui, moi, c'est un ajout que je voulais apporter. Vous m'entendez? tout à fait, tout à fait. Oui, en Allez-y, fait, je voudrais vous aussi, avez c'est la vrai parole, que, c'est vous clair. m'entendez, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de monter le PowerPoint ensemble. Donc, je pense que pour les prochaines fois, on pourra monter quelque chose ensemble avec l'équipe de Sénéra. Mais je voudrais aussi dire que j'ai pu aussi, avec notre équipe de CIRAD, vous et Émilie, on a pu bénéficier d'un financement FONSTI sur ce projet-là. Et donc, ça fait presque 1 an et demi que nous conduisons un projet de lutte contre les gercides sur le Gombo. Et on a mis des essais à Bassam et puis à Yamsokro avec un biopesticide que nous avons mis au point. Et je pense qu'à jusqu'à à ce jour, on a des résultats vraiment très spectaculaires. Bon, comme le projet n'étant pas encore fini et puis on n'a pas encore restitué totalement le projet. Donc, c'était aussi pour ajouter que nous avons aussi un biopesticide qui donne des résultats vraiment très intéressants et que même les producteurs ont testé que ça marche. Donc, c'est pour dire que avec l'équipe de Côte d'Ivoire, on peut vraiment fusionner les choses et puis aller plus loin parce qu'on a des choses aussi plus intéressantes. Et pour ça, Donc, elle a aussi vu même ouais, des résultats de travail sur le terrain. ouais, c'est cas, si je peux permettre, avant de donner la parole à Monsieur Ibrahima, hein, qui a levé sa main, c'est juste, Mm. est-ce que vous pouvez nous dire juste un petit mot en complément de ce que vous avez dit par rapport au risque de virose associé aux infestations de jacides? Je sais que vous avez travaillé là-dessus puisque vous êtes Oui, oui, virologue à l'université de Nangui-Abrogois d'Abidjan. Est-ce que oui, vous pouvez dire un message sur ce point-là en particulier? oui, en fait, merci pour m'avoir donné l'occasion. Dans le projet, il s'agit aussi de voir est-ce qu'il y avait la transmission de virus à partir des jacides. Et donc, nous avons travaillé en collaboration avec nos partenaires du CIREL La Réunion et on a découvert il y avait présence de deux virus sur le gombo qui pourraient être transmis par les jacides.
et les thymovirus et puis les bégomovirus. Donc, nous sommes en train de poursuivre les stades de transmission actuellement pour voir, pour confirmer. Et nous les avons déjà caractérisés, hein, les virus qui sont, nous les avons vus au niveau des giacines, nous les avons vus et on les a vus aussi sur des plantes qui présentaient les symptômes de virose. Donc, pour le moment, il se pourrait que les giacides transmettent des viroses à la plante. Donc là, nous sommes sur de bonnes pistes. Nous avons même séquencé ces virus et je pense que d'ici peu de temps, nous aurons bouclé cette étude-là sur les modes de transmission, les virus sont transmis et éventuellement réfléchir comment est-ce qu'on peut mettre en place des clones anti-infectieux pour peut-être contrer ça. Donc, c'est ce que je voulais Merci, ajouter par rapport à ça. Donc, il y a des merci, virus, il y a prof. des virus qui pourraient être transmis par les jacides. Pour le moment, Merci, prof. Donc, comme pour les biopesticides, hein, je pense qu'il faudra qu'on refasse une session, puis peut-être avec un groupe qui serait dédié à ces jacides. Je vous juste me permets de citer un petit mot que prof Sanon a mis dans le chat, hein, concernant cette problématique et sur l'intérêt de pouvoir faire un groupe au sein de Diveco6 pour pouvoir travailler sur cette thématique en lien les uns avec les autres. ouais, ouais. Pour continuer à avancer, donc je vais laisser la parole à Monsieur Ibrahim Abba. Vous avez demandé la parole. Vous pouvez allumer votre micro. On vous écoute, Ibrahima. Alors il y a un Larsen, on n'entend pas, on vous entend pas. Je ne sais pas si vous avez un problème de micro ou pas. On vous entend pas, hein, Ibrahima. Je sais pas si vous parlez ou pas, mais ouais, on vous entend très mal. Ah, ok, donc je pense que c'est un problème de connexion. C'est peut-être ça, un Allô? problème de connexion. On vous entend très mal. Essayez poser votre question quand même. En fait, donc je Ah, disais que tout à l'heure, lors de la présentation, donc le docteur a eu à revenir sur les infestations concernant les essais qu'il a menés sur le gombo et les autres spéculations. Donc il s'est trouvé qu'il a eu beaucoup plus de dégâts, mais également donc, je disais que lors de sa présentation, il a eu à nous présenter donc, les dégâts sur le gombo. Et on a vu comparer aux autres spéculations. Donc, les dégâts étaient beaucoup plus sévères sur le gombo. Donc, nous voulons une interprétation. Qu'est-ce qui est dû à cela? Pourquoi les dégâts sont beaucoup plus nombreux sur le gombo contrairement aux autres spéculations? Merci. merci Ibrahima pour votre question. OC, tu peux apporter une réponse à ça? Euh, Merci, docteur Thibault. Bon, euh, j'ai une explication, mais je pense qu'on peut aller plus loin en faisant des analyses au niveau de, peut-être, pourquoi pas, voir au niveau faire des tests de, comment dirais-je, utiliser des olfactomètres pour voir qu'est-ce qui attire plus les acides parmi ces trois spéculations. Mais ce que je peux dire déjà, c'est que nous remarquons que les feuilles de gombo sont beaucoup plus larges que celles de coton et de l'oseille de Guinée. Ce qui fait que généralement sur les feuilles de gombo, il y a un nombre vraiment très, très, très élevé de jacides. Et nous avons fait des études où il y a une forte corrélation entre le nombre de jacides et l'intensité ou la sévérité des dégâts. Donc, c'est un élément, mais je pense qu'on peut aller plus loin. Ouais, merci Donc, aussi pour cette donc on réponse pourrait qui nous permet. ajouter, Oui, 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 cool, vas-y. on sait qu'ici en Côte d'Ivoire, la première culture qui a été attaquée, c'est le coton. Alors que le coton comment on appelle ça, le gombo, sont de la même famille. Oui, oui. Ah, c'est Voilà, surtout ça. donc on pourrait expliquer ça aussi par ce fait-là. Ouais, c'est surtout ça. C'est Oui, surtout ça. oui. En fait, Ok, la maladie a transité. merci. Est-ce- Oui, Voilà, vas-y. excusez-moi, mais il faut qu'on avance. Désolé, hein, me mets aussi comme maître du temps. Il y a encore deux autres présentations.
Effectivement, Ok, donc ça reste une question en fait un peu en suspens. En fait, c'est des résultats C'est ça, préliminaires, hein, on l'a tous c'est ça. compris. C'est très sage aussi, docteur Ossé, de pas trop s'avancer parce qu'effectivement, il y a plusieurs explications possibles Mhm. qui ont été avancées. Est-ce que Aboubacar Souna Djibril, est-ce que ta présentation, tu peux la partager ou je le fais pour toi? Oui, je peux la partager. Merci, Thibaut. Voilà, super. Euh, Très bien. Donc là, il faut que tu fermes un certain nombre de fenêtres là, parce que sinon on verra rien. Ah, elle arrive. Et elle est en mode présentation. Elle est pas en mode, enfin, elle est en mode présentation pour toi, si tu vois. Mais, Ouais. euh, mais pour nous, c'est compliqué, quoi. On n'a pas en grand écran. Donc, J'arrête d'abord et puis je. ouais, peut-être. Ok. Voilà, si tu peux mettre en plein écran maintenant. Parfait. Fibril, tu as la parole. Vas-y. D'accord. Merci, Thibaut. Merci à l'équipe du VECO6. Et merci, chers collègues. Euh, j'ai aujourd'hui la réponse. Moi, c'est Djibril Aboubacar Souna. Je suis entomologie chercheur au CIRAD, spécialiste de la protection agroécologique des systèmes de culture maraîchère et responsable du haut paquet 3 du projet CEPVEG. C'est d'ailleurs dans le cadre de ce projet mis en œuvre au Mali, au Burkina Faso et au Bénin qu'on a su initier une certaine activité sur la gestion de Jacide. Je vais me passer de la description de tout ce qui concerne. Par contre, je vais dire que la Jacide, euh, l'origine soupçonnée est de l'Asie et habituellement, il a été identifié comme un ravageur de coton. Mais comme l'a démontré nos collègues tout à l'heure, il se retrouve de nos jours à être l'un des contraintes majeures dans les systèmes maraîchers, surtout en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Contrairement au secteur cotonnier, les systèmes maraîchers n'ont pas eu quand même cet engouement, ces organisations qui les ont déjà appuyées pour avoir une réponse rapide à ces infestations de jacides. Euh, Nous, par exemple, dans le cadre de nos activités du projet CVG, on n'était pas parti tout au départ sur les jacides, on était sur d'autres thématiques. Mais très tôt, les partenaires ont commencé par manifester les problèmes de multiplication de semences, des producteurs, parce que nous avons réalisé des enquêtes dans le cadre du projet auprès de plus de 1300 producteurs dans les 3 pays. On a remarqué qu'il y avait de fortes demandes de recherche de solutions à ce ravageur. Et on a remarqué également qu'il y a l'usage des pesticides coton dans la production des cultures maraîchères, couplé avec les analyses de résidus que nous avons eu à effectuer. Il était important pour nous de pouvoir contribuer à la régulation de ce ravageur par des méthodes alternatives, d'où on a commencé par euh, mener des activités sur cette thématique-là. Aujourd'hui, je vais faire une brève synthèse de ce que nous avons réalisé dans les 3 pays, mais aussi au Togo également, où on a eu des sollicitations. Je vais brièvement élaborer une évaluation de notre application dans des observations. Je vois un peu la complexité des deux agresseurs qui sont associés également parce que pour nous, c'est le complexe qui nous intéresse. Sinon, on va peut-être la jacide, mais que d'autres agresseurs vont Monsieur plus Zona Adama, vous énerver. pouvez attirer votre micro. Monsieur Adama Zoré, là, est-ce que vous pouvez éteindre votre micro, s'il vous plaît? Monsieur Zoré, Monsieur Zoré, vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Pardon.
Donc, pour Oui. nous, Monsieur c'était Zoré, quand même vous d'aborder pouvez ce couper votre sujet. micro, s'il vous plaît? Bon, on continue, Djibril. Désolé, hein. Ouais, je sais que j'ai 1h20. Non, 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 non. T'as Pour nous, 10 c'était minutes, quand 15 même minutes maxi. 15 minutes par pays. Donc, du coup, pour nous, c'était intéressant d'aborder cette gestion dans une approche holistique, mais tout en se focalisant déjà sur la diversité des bioagresseurs, histoire de voir la stratégie la mieux adaptée qu'on pourra mettre en place. Également, avoir une idée de la perception et des pratiques adoptées par des maraîchers pour répondre directement aux bioagresseurs. Et à partir de là, on a quand même identifié des pistes d'activité où on a screené certaines variétés combinées avec des biopesticides, euh, voir un peu aussi la dynamique des ennemis naturels associés aux jacides et creuser un peu pour voir si on pouvait identifier également des ennemis naturels associés à Madagascar dans ce complexe-là. Et il y a un volet aussi important que je ne vais pas développer aujourd'hui, mais le volet formation que nous avons essayé de mettre en place pour former quand même les agents face au retour que nous avons dans le cadre de nos activités avec des maraîchers, non seulement, mais avec des techniciens et des agents de biodiversité. Donc, au Burkina Faso, on a essayé de travailler, que ce soit à Ouagadougou, également à Bobo, pour essayer d'avoir une vision et en fait une base d'information sur la distribution du ravageur. Et au Bénin, on a travaillé également à Malanville, Gassa, au sud du Bénin également. Au Togo, avec le rapprochement avec les collègues de l'UCRA, il y a eu des activités également, que ce soit dans la zone des plateaux, et que ce soit la zone des maritimes, que ce soit Outi, Kara, Assoli. Et au Mali, on a essayé de réaliser également des enquêtes et mener des activités dans le secteur de Bougouni et également dans le secteur de Sikasso. Aujourd'hui, je vais passer brièvement sur quelques résultats que nous avons eus. Pour ce qui concerne, par exemple, l'étude de la diversité des bioagresseurs associés aux légumes dans les aires de répartition de cette citadelle, on a toute une diversité associée, mais par contre, en fonction des cultures et en fonction des régions, euh, Amaraska peut venir en tête, mais Amaraska est fortement dans les top 2. Si je dis top 2, parce qu'il y a des zones où on a un autre ravageur invasif, euh, l'acarien rouge, qui vient parfois aussi en tête. Si je prends par exemple le gombo, clairement, pour nos premières enquêtes, il y a Amaraska qui venait clairement en tête. Et on l'a aussi trouvé également en première position au niveau de l'aubergine. Et sur le piment, c'est moins. Et sur la tomate également, c'est beaucoup plus l'acarien qui a pris le dessus. On s'est intéressé, vu que sur le gombo, bien sûr, on a toute une diversité. On a essayé de voir quelle est la période d'apparition de Amaraska euh, dans ces champs de gombo ou d'aubergine. Mais il s'est apparu que Amaraska est déjà présent dès la phase de plantule. Mais on a observé une forte population de Amaraska pendant la fructification. Et face à ça également, nous avons vu que Amaraska est fortement présent. Nous sommes dit, OK, on a la confirmation. Euh, Quelles sont les pratiques adoptées par les maraîchers pour répondre aux infestations? Quelle est leur perception par rapport à ce ravageur-là? Donc, du coup, là,
j'avais parlé de 1000 et quelques producteurs, mais là, on s'est arrêté sur, on a essayé de pousser loin la demande d'information et on a essayé de questionner 180 producteurs dans la région des Cascades et des Hauts-Bassins Burkina Faso. Il y a 180 producteurs également au sud. Et les résultats préliminaires on a le gombo et les aubergines qui viennent en tête hein, des cultures attaquées. La majorité des producteurs font usage d'insecticides. Vous voyez à droite les différentes formes d'insecticides qu'on a recensées uniquement dans les cascades et les hauts bassins. Il y a également l'utilisation des extraits à base de Nîmes qui restaient quand même les extraits à queue les plus utilisés par les producteurs directement ou par des agents sur le terrain. Donc, nous, quelles pistes identifier pour améliorer la gestion des cultures maraîchères pour nous? On s'est dit, il faut promouvoir les bonnes pratiques de production, orienter les producteurs dans le choix des variétés, identifier les extraits de plantes, effets répulsifs ou en tout cas qui auraient des effets sur le ravageur, promouvoir les agents de lutte biologique et former les étudiants, surtout les étudiants, pour quand même diffuser les informations, parce qu'à partir de là, on a des responsables aussi, appuyer les producteurs, les techniciens et également les agents de vulgarisation. Donc, sur ça, notre orientation première était de vérifier les variétés qu'on a sur le terrain, les variétés d'aubergines ou de gombo que les producteurs produisent. Est-ce que ces variétés, est-ce qu'on allait avoir des variétés parmi elles qui allaient répondre euh, aux infestations de la jacide? Donc, sur ce plan, je pense on a screené 10 variétés de gombo et 10 variétés d'aubergines. J'expliquerai un peu ici parce que l'idée pour nous, c'est le criblage associé quand même ces variétés et les biopesticides parce que pour nous, il est important d'aller vers une approche intégrée vu les ravages que font les jacides dans les champs. Donc, nous associons biopesticides et variétés. Et à côté de ça, les biopesticides, parce que pour nous, les sélections des innovations à tester, on partait des ateliers avec des producteurs et on identifie quand même l'innovation la plus adaptée, la plus acceptée par la majorité et qu'on essaie de tester ensemble avec eux. Mais pour certaines expérimentations, nous partons du labo, serre et dispositif expérimental en station avant d'aller en milieu paysan. Et, Va falloir accélérer un peu, hein, s'il te plaît. et par exemple, pour les biopesticides, pesticides qu'on a expérimentés, je pense euh, on a eu à utiliser le biocasseuse, par exemple, composé de Bacillus thuringiensis. On a eu également un biopesticide à base de métharésium et on a évalué certains paramètres hein, sur lesquels on va revenir. Pour ce qui concerne les premiers résultats que je peux dire que pour l'étude qu'on a réalisée à Koubri, par exemple, pour évaluer l'impact des extraits à queue de Nîmes et composés de huile de Nîmes et jus de Nîmes, on a quand même une forte population de Amarasca qui a été observée sur la variété Yélène, contrairement aux autres variétés qu'on a eu à évaluer. Également, les dégâts ont été faiblement observés sur la variété Kyrène comparativement aux deux autres. En fait, dans d'autres zones, ces variétés peuvent être les plus infestées que d'autres. Pour l'instant, on a des résultats préliminaires qu'on va essayer de croiser avec d'autres données que nous avons pour pouvoir afficher clairement les résultats les plus convaincants. Nous avons évalué également les populations d'ennemis naturels. Je vais passer rapidement sur la méthode. On a un nombre d'ennemis naturels qui sont présents
dans les champs d'argile et de gombo. Mais quand on va la recherche, Monsieur Cassis Fernand, docteur Cassis Fernand, vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Monsieur Cassis, docteur Cassis, vous coupez votre micro, s'il vous plaît. on a retrouvé qu'il y a quelques prédateurs quand même qui étaient fréquemment observés dans des colonies de Amarasca. Donc, du coup, cette étude a été réalisée à Ouagadougou. C'est vrai qu'il y a des études actuellement en cours également à Bobo pour voir quels sont les prédateurs ou ennemis naturels qui sont en fait, qui se retrouvent clairement dans l'environnement direct et qui s'alimenteraient sur euh, la jacide. Comme je le disais tantôt, d'autres études sont actuellement en cours pour explorer la diversité des ennemis naturels. Il y a également la mise en place des méthodes d'élevage dans nos zones d'intervention pour pouvoir tester la performance des ennemis naturels qu'on est en train d'identifier actuellement. Pour nous, les leçons qu'on a tirées de ces quelques années d'activité sur Amarasca, on, on peut dire qu'Amarasca représente une des contraintes majeures des producteurs. Les pratiques culturelles adoptées par les producteurs favoriseraient les infestations parce que pour certains, par exemple, si je prends Diara Dougou, à Bobo, par exemple, il y a certains producteurs qui avaient l'habitude d'effectuer l'association au gombo et aubergine. Mais ils mettent d'abord le gombo et après ils mettent l'aubergine. Mais quand on les avait demandé, ben, l'association, ils nous ont dit, mais si tu ne mets pas le gombo, comment est-ce que tu veux entretenir, par exemple, l'aubergine? Dans le gombo, les fruits du gombo, ils essaient d'effectuer les récoltes de façon périodique et la vente de ces fruits leur permettait de pouvoir payer soit le carburant, soit le gaz ou arroser ou des produits. Donc, il y a ces perceptions-là et il y a également ces pratiques qu'on va essayer sur lesquelles il est important que nous travaillons et essayer de diffuser les bonnes pratiques. Il y a les producteurs qui font usage de produits chimiques non homologués. C'est vrai, il y a des produits chimiques homologués sur le coton, par exemple, qu'ils utilisent, mais il y a également des produits non homologués. Comme le sont, je pense qu'on a une diversité d'arthropodes prédateurs, ennemis naturels. On peut essayer de voir comment les valoriser. Il y a également les extraits de plantes qui pourraient contribuer à la régulation des populations, mais il y a manque d'évidence scientifique, comme l'a dit, il y a manque d'évidence scientifique et l'impact des organismes cibles, des organismes non cibles n'est pas fortement documenté. Il y a les agents d'appui, conseil, vulgarisation, techniciens, manque d'informations sur Amarasca. Pas plus tard qu'avant-hier, on était en séance de formation des agents, des techniciens qui appuyaient des maraîchers. Mais il faut dire que quand même, au moins 25-40% avaient manifesté, qui avaient dit clairement qu'ils ne maîtrisaient pas et qu'ils ne connaissaient pas les jacides là et qu'ils ils ne pouvaient pas proposer de solutions directes pour la gestion de ces jacides. Il y a également un manque de système d'alerte précoce parce que là, Amarasca gagne du terrain, mais qu'est-ce qu'on met en place pour alerter les autres, pour qu'ils prennent des précautions afin de freiner l'infestation? Donc, je pense qu'une leçon pour nous, c'est de pouvoir mettre en place des systèmes d'alerte et les installer pour pouvoir toucher les producteurs, même au fond des pays. Il y a aussi manque d'harmonisation des méthodes parce que là, dans le cadre du projet CVG, on est en réseau avec différents partenaires dans différents pays. On voit un peu, c'est vrai, on peut aboutir peut-être au même résultat qui est le comptage peut-être des insectes, de population d'insectes, peut-être la mesure des rendements, mais il y a quand même une certaine disparité entre les méthodos qui serait important. Je profite aussi de l'occasion. C'est important que dans le cadre de divers cursus et des projets futurs, qu'on puisse penser à cela, d'harmoniser les méthodos
et quelles sont les méthodes qu'on utiliserait pour évaluer la lisibilité, l'efficacité, les méthodes de gestion et leur impact. Il y a aussi peu de travaux sur les micro-organismes entomopathogènes dans le cadre de la gestion des acides. C'est vrai que nous, on a su avoir peut-être deux, mais il est important qu'on regarde aussi de ce côté. Et il y a un manque de données sous-régionales sur les comportements des variétés traditionnelles. C'est vrai, dans nos expérimentations, on a eu à insérer quelques variétés, mais difficilement. Il serait important qu'on essaye de revenir un peu sur ces variétés-là, de voir quels sont les bienfaits qu'on pourrait tirer derrière. Il y a un manque de pluridisciplinarité et ce sont des leçons que nous, on a tirées parce que parfois, en Tomo, on veut vraiment voir des critères, on veut cribler des variétés, mais parfois on reste dans nos coins sans forcément associer des sélectionneurs ou certains sélectionneurs qui se retrouvent à faire aussi de l'entomo. Je pense il faudrait qu'on pense à comment mettre en place euh, un creuset ou pour une pluridisciplinarité des investigations à effectuer. Les résultats des études sont faiblement partagés avec les producteurs, surtout, sont faiblement partagés avec les producteurs. C'est bien de travailler sur les biopesticides avec les producteurs, c'est bien d'identifier les biopesticides, mais si à la fin ne restituez pas les résultats aux producteurs, il leur serait difficile de continuer et de comprendre l'évidence des effets. Et je peux dire qu'à la fin, pour nous, la gestion de Amaraska Bigutula nécessitera quand même, dans un premier temps, une approche agroécologique avec un accent particulier sur les méthodes de lutte biologique. Euh, Pourquoi? Parce qu'on a vu la diversité d'ennemis naturels qu'il y a. Il y a aussi l'approche des biopesticides qu'il faut combiner avec ces derniers et aussi les bonnes pratiques de production. Donc, pour nous, il est important d'aller euh, renforcer la capacité et de mettre en place cette approche de gestion agroécologique. Je ne peux pas terminer sans remercier les partenaires, que ce soit de l'INERA ou bien de l'IR, de l'INRAB, des universités, Université Nazi Boni, IDR, la FSA, l'UAC Abomey-Calavi, également l'Université de Ségou, tous ces partenaires qui ont pu quand même contribuer à l'élaboration de ces activités. Je vous remercie et merci de votre aimable attention. Merci, merci Djibril pour cette présentation qui est en effet un peu plus longue, hein, mais en effet, c'est un travail qui regroupe des expérimentations sur plusieurs pays, hein, en particulier le Bénin, le Burkina et le Mali en particulier. Donc, juste avant de procéder aux questions, nous avons les nouveaux arrivants là qui oublient de couper leur micro là, donc c'est très désagréable. On en a encore un là qui n'a pas mis qui a laissé son micro. S'il vous plaît, là, c'est extrêmement désagréable quand vous avez un micro ouvert, hein, parce que ça perturbe la personne qui parle. Donc ceux qui ont leur micro ouvert, s'il vous plaît, merci de le couper. C'est vraiment important. Juste une petite précision, Djibril, il s'agit bien de Amraska bigutula avec deux T et pas Amaraska. Hein, donc je pense que vous l'aurez tous corrigé de vous-même, hein. Il y a bien deux T à bigutula. Donc voilà, ça c'est une petite précision qui est au début, c'est bien écrit au début de ta présentation, mais après c'est marqué, et toi-même tu le dis, tu dis Amaraska. Donc c'est bien Amraska bigutula. Euh, Ensuite, juste une petite remarque aussi concernant les résultats que tu as présentés, en particulier sur la diversité des ennemis naturels, et donc qui peut peut-être, moi c'est une question que je te pose, est-ce que tu penses que le fait d'utiliser un grand nombre de pesticides chimiques de synthèse qu'on sait particulièrement toxiques et impactant des ennemis naturels, est-ce que tu penses que l'utilisation de ces produits chimiques, en fait, ne va pas être contre-productif, puisque, et en épargnant l'acide, hein, puisqu'on voit qu'il n'y a pas d'effet sur les acides, d'après ce que disent les producteurs, mais que, au contraire, ça va être pire que tout, puisque ça va éliminer, par contre, tous les ennemis naturels. Qu'est-ce que tu penses de cette hypothèse?
Oui, merci Thibault. Oui, je sais que il y a incompatibilité, bien sûr, avec l'incompatibilité entre l'utilisation des ennemis naturels et les biopesticides. Euh, Par contre, dans les systèmes maraîchers qu'on a visités, je vois qu'il y a usage excessif de pesticides chimiques, mais il y a certains prédateurs qui ont été observés. Les cibles qui sont fortement touchées par l'application des pesticides chimiques sont majoritairement les hyménoptères, bien sûr, qu'on n'a quasiment pas trouvé sur les sites, d'où l'importance travailler, de travailler avec des producteurs, limiter l'usage des pesticides chimiques, essayer de développer le réseau de producteurs agroécologiques qui pourront, tout au départ, expérimenter ces ennemis naturels avec nous avant d'élargir l'utilisation. Donc, pour revenir à ta question, clairement, il y aura problème de compatibilité entre l'usage de pesticides chimiques et les ennemis naturels. Mais en montrant l'évidence aux producteurs, je pense qu'il y en a qui sont disponibles à limiter l'usage ou quasiment laisser l'utilisation de ces produits chimiques-là. Mais il faudrait l'accompagnement du chercheur pour montrer l'évidence, comme ce qu'on a dit, que les ennemis naturels peuvent clairement contrôler les bioagresseurs quand on va cesser d'utiliser les pesticides chimiques. Merci Djibril pour ces précisions. Y a-t-il des questions parmi les auditeurs? N'hésitez pas à lever la main si vous avez une question, un Et problème de Thibault, compréhension. je Oui. peux donner juste une certaine précision parce que les collègues avec qui on a mené ces études, que ce soit du Mali, Burkina, sont en ligne. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Ils pourront répondre à ces questions directement. Je n'ai pas de questions encore pour l'instant. En tout cas, je ne le vois pas. Est-ce que la présentation de Djibril était claire pour tout le monde? Euh, En attendant, donc, il y a des questions d'autres J'ai Ah, je vois j'ai une Anna. question, Théo, Allez, oui, on non. t'écoute, Anna. Vas-y. Merci. C'est surtout le point de convergence que j'ai avec la présentation de Djibril. Merci beaucoup, Djibril, par rapport à l'harmonisation des méthodologies pour peut-être se mettre en accord sur les données de la sévérité, etc. Et aussi l'approche interdisciplinaire. Donc voilà, en abordant la génétique, les variétés avec les approches agroécologiques, les biopesticides, etc. Je pense que c'est très important qu'on n'oublie pas les aspects agronomiques aussi, même si on est des ontos, parce que le défi est grand. Et je voulais aussi poser une question parce que j'ai entendu à un moment donné que les producteurs, ils font des pratiques pas de très bonnes pratiques parce qu'ils mélangent gombo et aubergine. Je pense que j'ai entendu ça à un moment donné. Donc, moi, je me posais la question pour les cotons, hein. Nous, on est en train de tester différentes choses avec des légumineuses en association, etc., pour voir si ça peut aider à gérer les acides aussi. Mais des fois, je me pose la question de si, par exemple, proposer un gombo comme plein de pièges, parce que peut-être ça pourrait attirer les acides à un moment donné et après, peut-être on peut les éliminer quelque part. Je sais pas. Je n'ai pas la recette. Mais je voulais un peu avoir l'input de Djibril par rapport à ce qu'il avait dit sur les cultures les producteurs qui mettent les cultures ensemble. Merci beaucoup. Merci, Anna, pour cette question très pertinente, Djibril. Oui, merci Thibault, merci Anna. Oui, je pense que pour réguler quand même une espèce invasive déjà, c'est d'une part, aujourd'hui, il y a la stratégie push-pull, hein. Je vois dans quel sens tu es en train d'aller par rapport à l'association, à l'intégration des légumineuses et autres. C'est vrai, il y a possibilité. Par contre, il y a tout le contour qu'il faut évaluer d'abord. Comment est-ce que la plante que je mets en association ou en bordure jouerait le rôle de relais
pour l'infestation de l'autre culture. Si je prends l'association aubergine et gombo, on a vu clairement que les jacides sont présents déjà dès le stade de plantule et que les jacides sont polyphages. Ça veut dire quoi? Les jacides ne seront pas spécifiquement sur le gombo. Dès qu'il y aura la plante hôte, dès qu'il y aura une autre plante hôte à côté, la jacide va clairement aller là-bas parce que n'est pas spécifique pour le gombo. D'où il faut évaluer le comportement de l'insecte sur ces différentes plantes avant de proposer, avant d'effectuer ces associations-là. Donc, si je prends votre cas, ça dépendra de quand est-ce que vous mettez les légumineuses et quel est le comportement de la jacide vis-à-vis de ces deux plantes. Est-ce que la présence du coton, par exemple, influencerait le comportement d'alimentation, le comportement de repérage, par exemple, chez la jacide? Je ne sais pas si vous avez les données là-dessus. Si ça peut influencer et que ça peut quand même réduire, là, c'est possible d'ajouter d'autres systèmes encore pour limiter, euh, pour limiter l'infestation du coton par les jacides. Mais s'il n'y a pas ces mécanismes de barrière, c'est possible qu'en apportant ces légumineuses, on pourrait, entre griffes, hein, contribuer également à l'infestation. Mais l'autre chose est de voir aussi comment est-ce qu'on gère les résidus, parce que là, c'est la vraie question aussi. Après l'association, comment est-ce qu'on gère les résidus après nos récoltes ou après quand on va finir de collecter les fruits qui nous intéressent ou quand le producteur va finir de collecter, comment est-ce qu'il gère les résidus? Il y a ces questions aussi auxquelles il faut répondre avant de proposer les solutions d'association. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Anna. En tout cas, Oui, oui, je sais, merci. ouais, c'est répondu en partie et en fait, ça confirme aussi, ça va dans le sens hein, de ce que disait prof Sanon tout à l'heure hein, dans le chat, à savoir l'intérêt de pouvoir faire un groupe de travail, en tout cas, ou un réseau vraiment ciblé sur les jacides. Vous êtes déjà plus de 71 participants, hein, donc ça montre bien l'intérêt de cette thématique-là. Et comme l'a dit Anna, l'idée aussi d'harmoniser, hein, d'harmoniser les méthodes d'observation, les méthodes de comptage. OC nous a montré une méthode d'évaluation des dégâts que je trouve plutôt pertinente. Et donc je pense que de faire un groupe de travail, et justement, c'est très bien qu'Anna t'ait pu poser cette question-là parce qu'on voit bien les interactions entre le coton et le gombo les collègues du coton qui ne souhaitent pas voir appliquer les insecticides coton sur le maraîchage et sur le gombo en particulier, hein, qui veulent pas voir détourner. Et pour autant, on voit bien, nous, dans le maraîchage, une majorité des produits utilisés dans le maraîchage viennent du coton, pas que, hein, mais vous le savez comme moi parce que ces produits sont achetés en grande quantité. Donc il y a quand même un risque hein, de détournement des produits coton vers le maraîchage. Ça, c'est inéluctable, d'autant que les gens s'apercevront, les agriculteurs s'apercevront très vite qu'il y a des produits, les nouveaux produits coton qui viennent d'être ciblés sur les jacides, risquent d'être détournés à terme sur le maraîchage, d'où l'importance de travailler ensemble. Et puis cette question autour de la avec des plantes pièges. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein, c'est des choses à regarder. En particulier aussi vous avez bien vu aussi qu'il y a gombo et gombo. Hein. OC nous a montré quand même que sur 44, sur plus de 40, une cinquantaine de variétés, hein, il y en a quand même 4 qui se sont révélés indemnes, hein, indemnes, enfin avec des niveaux de dégâts très faibles. Donc ça, c'est encourageant pour montrer il y a aussi des variétés qui sont résistantes. Et après, bah, c'est toutes les questions de recherche autour de cette résistance. À quoi elle est due? Est-ce que c'est une question de pilosité, comme on pensait sur le coton, hein? Le coton avait la réputation quand il était pileux, de pas être sensible aux acides. Voilà. Est-ce que la pilosité, c'est un caractère de résistance? Puisque dans ces accessions, il y en avait deux pileuses, dans ces accessions résistantes, hein. Il y en avait deux pileuses et deux qui ne l'étaient pas. Donc voilà, en tout cas, ça ouvre un champ de recherche qui est important et qui mérite d'être développé
façon plus intense. Docteur Tendeng, vous avez la parole. Voilà, merci beaucoup pour m'avoir donné la parole et merci au présentateur pour les informations qu'il nous a données. Donc, c'était très intéressant. Donc, moi, j'ai une à deux questions. Donc, la première question est que par rapport à l'utilisation des produits chimiques de synthèse, comme vous l'avez dit, hein, donc connaissant la biologie des acides, c'est-à-dire il y a une descendance, une très forte descendance, est-ce que l'usage des produits chimiques ne va pas être beaucoup plus, ne va pas donner des dégâts par rapport à la biodiversité utile, c'est-à-dire les ennemis naturels. Alors, j'ai vu aussi qu'il a noté quelques ennemis naturels. Nous ne connaissons pas peut-être le nombre. Il n'a pas précisé la diversité. Maintenant, est-ce que, vu la biologie de l'insecte, c'est-à-dire du ravageur, qui donne une descendance assez élevée en termes de nombre, en termes d'abondance, est-ce que ces prédateurs, ces ennemis naturels peuvent jouer un rôle important, notamment dans la régulation de ce ravageur? Donc ça, c'est aussi une autre question. Est-ce que, aussi une autre question, comme vous l'avez dit, il ne faudrait pas harmoniser les méthodes de lutte pour pouvoir vraiment euh, être dans de très bonnes conditions de lutte pour amener le ravageur à un niveau d'infestation beaucoup plus bas? Donc, c'était ça ma question par rapport à ça. Donc, je prends la place de l'agriculteur, hein, parce qu'ils disent, voilà, on voit une densité élevée d'insectes. On ne peut pas s'empêcher de mettre des produits chimiques de synthèse. Est-ce que la lutte biologique peut jouer ce rôle-là pour remplacer la lutte chimique? Donc, je prends la place du producteur pour poser la question. Voilà, merci, Merci, c'était ça mon intervention. merci, Dr. Tendek. Très bonne question. Et merci de prendre la place du producteur, hein. C'est important aussi de se mettre à leur place. Djibril, tu peux répondre, Dr. Tendeng, par rapport à ça, à l'importance des ennemis naturels sur la possibilité de régulation et puis sur sans doute la combinaison avec des biopesticides et peut-être, comme l'a dit Anna, très justement, le système de culture lui-même. Oui, merci Thibault et merci Dr. Kingden. Euh, Effectivement, on va se poser les questions concernant la capacité des prédateurs ou des ennemis naturels locaux dans la gestion de la jacide actuellement. Et d'où l'idée d'étudier la diversité des ennemis naturels associés en fonction des différentes zones agroécologiques, bien sûr, et évaluer la performance de ces ennemis naturels. Une fois l'évaluation terminée, on pourra voir si parmi ces ennemis naturels, il y en a qui pourraient quand même réguler naturellement la population de jacide. Parce qu'il ne faut pas oublier que la jacide est une espèce invasive et dans la plupart des cas, quand ces espèces arrivent, elles n'arrivent pas avec leur ennemi naturel qui arrive quand même à les réguler dans leur zone d'origine. Donc, du coup, pour moi, c'est vrai, il y a possibilité que des ennemis naturels régulent euh, l'agacide, mais pour l'instant, dans notre cas actuel, on ne peut pas le dire parce qu'il nous reste encore des études à mener, histoire de donner, la performance de ces ennemis naturels-là, et de deux, voir un peu dans sa zone d'origine quel est l'ennemi naturel le plus actif qui essaye de maintenir la population de jacide à une seuil économiquement acceptable pour le producteur. Ou l'harmonisation aussi des méthodes hein, de lutte. Je suis parfaitement d'accord qu'il faut harmoniser les méthodes de lutte et ça nous permettra de répondre, d'avoir des outils nécessaires pour répondre aux producteurs, ne serait-ce que dans les différentes zones. Donc, pour revenir à ta dernière question, et Thibaut aussi, je pense que pour l'instant, c'est un peu tôt pour nous de dire oui, les ennemis naturels qu'on a actuellement en Afrique pourraient réguler la population de jacide, mais une approche intégrée dès à présent
l'approche intégrée en intégrant les systèmes, en intégrant les pratiques agroécologiques, les biopesticides, pourrait nous amener à freiner quand même l'invasion et l'infestation de la jacide. Et après, si nos ennemis naturels localement disponibles n'étaient pas aptes en fonction de leur capacité à maintenir la population de jacide, on pourra envisager dans ce cas maintenant une lutte biologique classique où on aura à déployer également d'autres outils. Et elle est forcément sous-régionale hein, pour porter beaucoup d'impact. Cette lutte sera sous-régionale pour quand même avoir beaucoup d'impact sur les populations de Jacide. Merci Djibril pour ces précisions. On va passer à la présentation suivante. Docteur Azongpin, est-ce que vous êtes prêt à présenter à faire votre présentation? Est-ce que vous pouvez remettre votre micro? Voilà, on voit. Est-ce que vous pouvez me mettre en mode présentation, s'il vous plaît? Donc, merci Djibril pour cette brillante présentation. On va laisser maintenant la parole au docteur Azongpin Saturnin. Saturnin, vous avez la parole. Alors là, on voit plus, c'est un écran noir maintenant. On avait la présentation tout à l'heure. Allez-y en mode présentation. En fait, elle n'est pas en mode présentation, hein. On la voit, mais on voit votre présentation, mais elle n'est pas en mode présentation. Il faudrait cliquer sur l'écran là, en bas à droite, peut-être, pour que ce soit en mode présentation et pas. Donc c'est bien le PowerPoint, hein, mais voilà. Si vous appliquez, ça n'a pas pris. Est-ce que vous pouvez cliquer dessus? Voilà. Voilà, super. Maintenant, on est à la fin là, il faudrait recommencer au début. C'est parfait. Saturnin, vous avez la présentation, on vous écoute. Ok, merci. Euh, je vous présente les travaux de recherche menés à l'Institut de recherche sur le coton pour le contrôle des jacines. Il y a une équipe hein, que vous voyez là qui a euh, conduit ces travaux. Moi, c'est Saturnin Azopin, je suis chercheur entomologiste, je suis le chef d'antenne régionale sud de l'Institut de recherche sur le coton. Et les- ma présentation va sur ce plan. Après une introduction, je vais présenter les travaux effectués et les principaux résultats et je vais terminer par la conclusion et quelques perspectives. En introduction, les acides, comme on est en train de le dire depuis, sont des ravageurs piqueurs-suceurs et qui attaquent le cotonnier durant tout le cycle cultural. C'est un ravageur qui, au cours de la campagne 2022-2023, a été signalé sur le cotonnier et plusieurs autres cultures. Et la filière cotonnière a eu d'énormes pertes à l'invasion de ce ravageur, pertes allant de 10 à 51% au niveau des pays de la sous-région. Ces attaques ont occasionné des pertes de récoltes chez les producteurs qui sont estimés à 21 milliards. Et au niveau des industries cotonnières, une perte estimée à 65 milliards de francs CFA. Et dès l'invasion de ce ravageur, l'Institut sur le coton a immédiatement engagé la caractérisation morphologique avec l'appui d'autres institutions, les partenaires du CIRAD et le PRPK également. Et nous avons
identifié lors de cette caractérisation l'espèce Jacobiella facialis, qui était une espèce qu'on retrouvait au Bénin, mais qui apparaissait en fin de cycle et qui avait une faible incidence sur la production. Donc, en dehors de cette espèce, deux autres nouvelles espèces ont été identifiées. Il s'agit de Jacobiasca libica et l'espèce la plus invasive qui est Amarasca digutula. Et au niveau de cette espèce, deux haplotypes ont été identifiés, dont un a été référencé en Inde. Voilà, par rapport aux travaux effectués, l'Institut de recherche sur le coton a, dans un premier temps, euh, organisé un système de surveillance en milieu producteur, non seulement des jacides, mais de tous les ravageurs du cotonnier, afin de mettre en place un système d'alerte précoce pour informer les producteurs sur les dégâts de ces ravageurs lorsque les seuils sont atteints pour que les traitements phytosanitaires soient immédiatement engagés. Et dans un second temps, des études d'identification de nouvelles matières, de nouvelles molécules pour lutter contre les ravageurs et les matières actives de traitement de semences pour un contrôle précoce des acides dans un premier temps et dans un second temps des matières actives qui sont efficaces pour lutter contre les ravageurs en traitement foliaire. Et dans ce cadre, en 2023, il y a le produit Jacobia qui contient de périprocifène et de nitempéram qui a été expérimenté. Il y a le flonicamide également. Et puis maintenant, un produit Jacobia super parce que en dehors de nitempéram et de périprocifène, il y a l'indosacab qui a été associé à cette matière active et comparé au Thalys qui contient de l'imamectine et de l'acétamiprid, qui est le produit couramment utilisé pour contrôler les ravageurs comme produit alternatif. Au niveau du laboratoire, comme sur nos stations de recherche, nous avons expérimenté plusieurs doses du produit FUSA T615FS qui contient des Saturnin, excusez-moi là, il y a monsieur Tiemogo Emma et monsieur Adama Diouf là qui devraient couper leur micro là, s'il vous plaît. Monsieur Tiemogo Emma là, vous pouvez couper votre micro s'il vous plaît. Vous avez un autre ordinateur. Contrôler ces actions dans votre paramètre en tant qu'administrateur. Eh bien, le problème, c'est que c'est Régis Babin qui est administrateur et donc moi, j'ai pas la main sur tous les micros. Donc, voilà. Monsieur Bamba, là, vous avez votre micro ouvert aussi. Merci. Allez, excusez-moi, Monsieur Saturnin. Oui, donc, merci, je vais continuer. Et là, plusieurs doses, comme vous êtes en train de voir là, de FUSA ont été expérimentées pour évaluer la dose optimale afin de traiter les semences et de procurer donc aux cotonniers un contrôle précoce de ces acides. Au laboratoire, nous avons
à l'aide de la méthode de trempage de feuilles, évaluer également plusieurs matières actives pour euh, identifier également des matières actives efficaces contre ces ravageurs. Et euh, comme résultat, nous voyons là la situation des acides en milieu producteur. Au cours de la campagne 2022, nous avons la situation globalement, les attaques sont faibles et au cours de la campagne 2023, on constate déjà que les attaques ont commencé le niveau d'attaque a commencé par s'élever hein, dans toutes les zones de production. Des seuils ont été atteints dans plusieurs zones. Les seuils qui sont atteints, c'est au niveau des points rouges. Et au cours de cette campagne 2024 qui est en cours, je peux vous assurer que les attaques ont été encore plus sévères puisque dès la levée du cotonnier, nous avons connu des attaques de jacides dans des zones. Et donc, par rapport à cette surveillance, il y a une carte parasitaire qui est sortie de façon hebdomadaire pour alerter les producteurs et les agents d'encadrement hein, sur le niveau de parasitisme et les zones dans lesquelles les seuils sont atteints. Et les producteurs sont sensibilisés pour enclencher un traitement phytosanitaire puisque dès que les attaques sont élevées, c'est un peu comme en médecin après la mort. Au niveau toujours des acides, des pièges jaunes ont été installés dans les champs pour suivre l'évolution, hein, la dynamique des acides dans les champs en 2023. Et là, nous avons constaté que l'apparition des adultes, bien sûr, ici, euh, a commencé par s'élever à partir du mois de septembre. Et en 2023, à partir de septembre jusqu'à la fin, nous avons eu une population relativement élevée d'adultes de jacides. Ici, en 2024, les études sur les matières actives hein, pour un résultat provisoire. Nous avons comparé plusieurs associations de matières parce que en dehors des acides, au niveau du cotonnier, il faut forcément contrôler les autres ravageurs, surtout les capophages, qui, qui créent beaucoup de dégâts avant que l'avènement des acides ne soit connu. Et donc, le flonicamide, l'indosacave, bien le flonicamide et le chlorantraniliprole ont été évalués. Il y a une nouvelle matière active également, le plénazoline, qui a été évalué. Et dans l'ensemble, vous constatez dans les résultats que ces associations de matières actives permettent de contrôler les jacines et même le plénazoline, qui est une seule matière active. Et comparé par rapport au Thalys, qui contient de l'amectine, benzoate et de l'acétamiprine, nous voyons que les nouvelles molécules ont permis de bien réduire les, des acides au niveau du cotonnier. Et, et là, en conclusion, on note quand même une extension des zones de pullulation des acides
de la zone, au niveau de la zone cotonnière, en passant de la campagne 2022 jusqu'à 2024. Et les plus importants pics de jacide ont été enregistrés et- en septembre dans la Liborie et en août dans les autres départements au cours de la campagne dernière, donc 2023. Et de nouvelles molécules de traitement de semences ont été identifiées et aussi de nouvelles molécules en traitement foliaire sont en train d'être identifiées pour contribuer à la lutte contre les ravageurs. Et jusqu'au 28e jour après la levée, les travaux du laboratoire ont montré que 6 grammes de matière active euh, de thiaméthosam par semence permettent de contrôler le ravageur jusqu'au 28e jour après la levée, avant que les traitements foliaires ne prennent le relais. Et de tous les insecticides testés, Amrasa bugutula paraît plus sensible au jacobia et aux nouvelles matières actives dont je venais de parler, surtout le plinazoline. Et en perspective, au niveau de l'Institut de recherche sur le coton, nous comptons poursuivre les études en cours et, et améliorer le système d'alerte pour mieux conseiller les producteurs. Et puis des recherches euh, doivent être poursuivies au niveau des biopesticides. C'est vrai que cette campagne, il y a eu beaucoup des essais dans ce sens. Je n'ai pas parlé ici. Sur les biopesticides et également sur les plantes de service qui pourraient être utilisées en association avec le coton et le coton biologique pour contribuer beaucoup plus à la gestion des acides. Voilà ma présentation. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, docteur Saturnin, pour votre présentation. C'était vraiment très clair. On a appris plein de choses. Merci de les partager euh, de façon à ce que je puisse voir les participants. Et avant de, donc, si vous n'hésitez pas à lever la main pour l'instant, je vous vois pas. Saturnin, vous pouvez départager votre présentation, s'il vous plaît. Euh, Et Voilà, merci beaucoup. oui, c'est fait. Merci pour votre présentation. Donc avant de laisser la parole à Monsieur Diawara, je voudrais juste vous demander, poser une petite question d'éclaircissement, c'est que comment avez-vous positionné vos différents insecticides? Est-ce que vous les avez appliqués chaque semaine ou à 14 jours d'intervalle comme la plupart des produits coton? Et est-ce que vous les avez rajoutés au programme de traitement habituel? Est-ce que donc ça veut dire, autrement dit, avez-vous fait des traitements supplémentaires par rapport aux 6 traitements en général qui sont réalisés sur le coton? Voilà, comment avez-vous positionné ces nouveaux produits? Votre micro est coupé, hein, Saturnin. Saturnin, vous m'entendez? Votre micro est coupé. Donc, euh, Saturnin, vous nous entendez? Voilà. Est-ce que Allô? Oui, voilà, c'est bon, on vous entend maintenant. Oui. Vous avez entendu la Euh, question? non, je n'ai pas bien entendu. Vous pouvez me résumer? Oui, juste pour habituellement sur le coton, donc avant l'arrivée des jacides, il y avait 6 traitements qui étaient recommandés à 14 jours d'intervalle et dans Oui. un calendrier de type programme fenêtre. Vous avez Oui. parlé du PRPICA, donc ce réseau, je rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, c'est un réseau qui existe depuis plus de 20 ans hein, sur la gestion de la résistance des ravageurs du coton aux insecticides. Comment avez-vous positionné ces nouveaux insecticides contre l'agacide? Est-ce que vous l'avez rajouté au
aux produits qui étaient déjà utilisés, ou est-ce que vous avez remplacé certains des produits, certains des traitements par des traitements spécifiques Jacide? Oui, nous avons remplacé le nouveau produit par certains produits qui étaient utilisés parce que, comme vous le constatez, les dégâts sont beaucoup plus dangereux en début de cycle du cotonnier. Les parcelles qui ont été attaquées ont été dévastées. Il y a certains producteurs qui même ont dû abandonner la production du coton pour semer autre chose. Donc, Hmm. en début, au niveau de la première fenêtre, il y a eu un positionnement d'un produit qui cible Hmm. les jacines. Et il faut dire que en matière de stratégie de protection, on a dû constituer un stock tampon de produits qui ciblent les jacines afin que, à toute apparition, hein, lorsque les seuils d'infestation de jacines sont atteints, les producteurs puissent remplacer le produit qui est recommandé par ce produit qui contrôle les acides. Donc, on a D'accord. dû faire un remplacement dans le programme de protection Merci. et Merci. renforcer également les traitements de semences en début pour éviter le chaos. Merci pour ces précisions. Monsieur Diawara, vous avez la parole, mais allumez votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Diawara, votre micro n'est pas allumé, hein. Allô? Oui, on vous entend. Ok, merci bien. Allez-y, Euh, je vous en prie. ok, lors de la présentation, il a eu à parler sur un certain nombre de produits qu'ils sont en train donc de tester. Donc ma question est de savoir, est-ce que ils sont en train aussi donc de mener des études pour voir l'effet de ces produits sur les auxiliaires du cotonnier? Parce que c'est bon aussi de chercher à lutter contre les acides, mais il faut aussi en tenir compte des auxiliaires aussi du cotonnier. Est-ce que ils sont en train aussi donc de mener des études allant dans ce sens? Et ma deuxième question, c'est de savoir qu'est-ce qui peut expliquer la pullulation donc des acides de 2022 à 2024. Parce que lors de la présentation, c'est ce constat que nous avons eu à faire. Maintenant, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Ce sont ces deux questions que je voulais donc poser. Merci. Merci. Merci, Monsieur Diawara, pour vos questions pertinentes. Monsieur Saturnin, vous pouvez répondre? Oui, oui. Merci, docteur Thibault. C'est vrai, il y a beaucoup de nouvelles molécules qui sont en expérimentation pour voir les performances sur les jacines. Et oui, nous essayons également de voir leur effet sur les auxiliaires parce que il y a des données qui sont collectées dans ce sens, non seulement ce qui nous pose problème, non seulement les auxiliaires, mais la gestion des autres ravageurs qui existaient au niveau du cotonnier. Donc, par rapport aux auxiliaires, oui, nous évaluons tout cela globalement avant de décider de quel produit on peut accepter. Par rapport à la pullulation, oui, vous savez que l'espèce qui pose problème actuellement, Amrasca bibitula, est une espèce qui est, qui est venue dans la sous-région et lorsque cette espèce est venue, je me rappelle 2021-2022, c'est surtout au nord qu'on a eu les dégâts spectaculaires. Et dans les zones frontalières avec le Burkina, nous avions effectué un temps une mission pour aller voir. Et progressivement, ce ravageur a migré dans toutes les zones. Et c'est ce qui fait que ça envahit vraiment la zone. Et comme d'autres présentations l'ont montré, pendant ce temps, il y a les champs de gombo qui sont fortement attaqués. Et comme c'est un ravageur polyphage,
il a le temps de se propager et c'est ce qui justifie sa pullulation de plus en plus forte maintenant par rapport à 2022 où on a constaté son apparition. 2020, campagne 2021-2022, l'apparition n'était même pas au semis, hein. C'est pendant vers la fin de la phase végétative que ce ravageur est apparu. Voilà Merci, les merci, réponses que je voudrais donner. merci pour ces précisions. Une autre question du docteur Tendeng? Docteur Tendeng? Voilà, merci beaucoup, hein. Très rapidement, Monsieur Diawara m'a marché sur la langue, mais il faut que je pose un certain nombre de questions, notamment deux. Donc, par rapport à j'ai vu des calendriers, des programmes de lutte. Est-ce que ces programmes de lutte sont tributaires de la présence du ravageur, notamment de l'abondance des individus? Donc, ou bien ces programmes sont déjà fixés dès le début de la campagne? Donc, ça, c'est une première question. Mais l'autre question est, est-ce que vous êtes en train de voir l'effet des pratiques culturelles, notamment en particulier l'effet des insecticides sur la faune auxiliaire, c'est-à-dire sur la faune entomologique utile, qui pourrait jouer un rôle euh, majeur vraiment dans la réduction, ou bien dans la lutte biologique. Autre chose encore, nous savons que ce ravageur est tellement polyphage, vous l'avez souligné. Donc, le fait que le ravageur soit polyphage, qu'il se nourrisse de gombo, de l'oseille, de l'aubergine, du niébé, de l'arachide, et même le coton, comme vous l'avez présenté ici. Donc, est-ce que les pratiques culturelles ne favorisent pas la présence continue du ravageur, puisque quand le ravageur quitte le coton, il a des ressources sur place pour pouvoir se maintenir dans le milieu. Est-ce que on ne doit pas aussi regarder ces pratiques culturelles et essayer d'harmoniser pour qu'on puisse réduire à un seuil de nuisibilité très faible pour ne pas que le ravageur puisse causer des dégâts? Donc ça aussi, ce sont des préoccupations que j'avais. Voilà, merci beaucoup. Merci pour la question. Saturnin, je vous laisse répondre. Oui, merci bien. Et pendant, c'est une préoccupation pertinente. Par rapport au programme de lutte, ces programmes de lutte ont été réajustés par rapport aux périodes sensibles d'apparition des acides ou des produits de traitement ont été positionnés. Et j'ai dit, en dehors de cela, nous constatons de façon locale des pullulations qui viennent en dehors de ces périodes. Et là, un stock de produits cibles est constitué pour permettre aux ravageurs de lutter contre eux. Donc, le programme, dès lors, le programme de protection n'est plus figé parce que ça suit les niveaux d'infestation et par rapport au niveau d'infestation de tel ou tel ravageur, et notamment les acides, un conseil approprié à apporter aux producteurs qui utilisent le produit cible pour pouvoir les détruire. Oui, les pratiques culturelles, c'est vrai, il y a des pratiques culturelles qui existaient. Il y a au sein même des zones cotonnières, il y a de bonnes zones de culture maraîchère. Et les acides, effectivement, profitent de ces paysages. Donc, oui, dans un premier temps, on peut penser à comment améliorer les pratiques paysannes pour mieux gérer les acides, mais la réflexion doit aller au-delà. Parce que nous avons vu même des adventices, des mauvaises herbes, qui sont des refuges énormes de acides. Donc, en dehors de ces cultures que nous connaissons, il y a aussi un travail à faire là pour voir dans les paysages, hein, les plantes hautes qui leur servent de refuge et qui facilitent leur multiplication.
Et là, nous avons constaté ça surtout au niveau de Amaraska Bibitula. Et ça fait partie des éléments pour lesquels sa pullulation est très forte. Donc, voilà ce que je peux répondre par rapport à cette question. Merci Saturnin pour votre réponse. Nous avons une question de Monsieur Édouard Drabeau également. Édouard? Oh, oui, merci beaucoup, Monsieur Thibault. Alors moi, j'ai une petite préoccupation, c'est surtout notamment la combinaison de deux molécules. Voilà, Jacobia plus plinazolide dans la régulation de la population du ravageur. Alors, ces deux molécules, si j'ai bien suivi, ce sont des molécules, des insecticides de synthèse. Alors, si la combinaison marche aujourd'hui, est-ce que il n'y a pas de risque dans un futur proche, si bien que si le ravageur arrive à développer une résistance, est-ce qu'on ne sera pas confronté maintenant à une gestion durable dans le futur? Saturnin, pouvez-vous répondre à cette Oui, question concernant oui, les risques de résistance? voilà, c'est vrai, j'ai bien compris sa question et bien pertinente. C'est vrai et que la gestion de la résistance en matière de culture cotonnière, nous y faisons face à tout moment. À tout moment. Nous avons combiné le plinalozoline en expérimentation actuellement et utilisé seul, mais nous avions combiné les périprosifènes, initempéram avec d'autres matières actives, que ce soit le chlorantraniliprole ou l'indosacab ou l'imamectine. C'est pour essayer de contrôler le spectre de ravageurs que nous rencontrons au stade de développement du cotonnier. Donc, les autres molécules ciblent ces autres ravageurs qui sont présents dans les champs. C'est vrai que avec une utilisation très accrue, le phénomène de résistance euh, euh, pourrait advenir. Mais en matière de stratégie de lutte, nous essayons d'identifier toute une gamme de molécules efficaces contre le ravageur et, nous aurons à alterner ces molécules pour essayer. Je sais, pour l'instant, nous sommes en train de mener également des méthodes, des études sur les méthodes de lutte biologique, mais qui n'ont pas été très concluantes, comme Madame Anna nous poursuivons et à défaut de trouver des stratégies de gestion du pour l'instant, on est obligé de continuer avec ces matières actives que nous utilisons dans la protection des cotonniers. Merci, Voilà merci Saturnin la pour contribution. Oui. pour ces réponses. On va prendre une dernière question de Monsieur De Souza avant de clôturer, puisqu'on arrive on arrive au terme. Il est déjà 15 heures, donc heure GMT. Donc Monsieur De Souza, j'aimerais bien que si le prof Sanon est encore là, qu'il nous permette de clôturer cette session. Monsieur De Souza, vous avez la parole. Ok, bonsoir, merci de m'accorder la parole. Je salue Saturnin pour sa présentation. Et moi, j'ai une toute petite question. Jusque-là, sur le coton, on voyait beaucoup plus les ravageurs qu'apophages. Et je voudrais demander à Saturnin, sur la base de ces expériences, sur la base des travaux menés les 2, 3 dernières années, est-ce qu'on peut dire que le nouveau ravageur est passé devant les insectes capophages? Merci. Saturnin? Oui, c'est Docteur Thibault, je peux répondre? Oui, oui, je vous en prie, je vous en prie. D'accord. Oui, c'est une réalité. C'est une réalité. Ça a commencé tout doucement. Et surtout, cette campagne, ce que nous avons vécu n'a pas été du tout facile. Ce ravageur. Donc, les acides sont bien les autres ravageurs en matière de
sur la production cotonnière. Et puisque, tel que je l'ai dit, il y a des zones où, dès la levée, les jacides se sont attaqués aux cotonniers et là, ça a été la catastrophe. Et il a fallu là organiser des traitements phytosanitaires complémentaires pour couvrir cette première période de levée et de végétation. Donc, en matière de dégâts, c'est clair, hein, ce ravageur est passé devant tous les autres ravageurs et euh, nos programmes de protection actuels tiennent compte de cette propension de ce ravageur et des mesures sont proposées pour lutter contre ce ravageur, puisque si on n'y prend pas garde, ça risque de porter atteinte à la production cotonnière. Merci, 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 docteur merci Thibault. Saturnin pour toutes vos réponses et puis pour votre présentation. Je vais donc clôturer cette session de Diveco 6 sur ce webinaire sur les jacides. Je remercie tous les intervenants pour vraiment leur très bonne présentation et puis toutes les informations qu'ils ont apportées. Merci à toutes les questions aussi qui étaient vraiment très pertinentes et qui ont permis de faire vraiment un tour Il d'horizon enlève la même image, hein, il va pas. de ce qui se fait en Afrique de l'Ouest sur cette thématique des jacides. Je voudrais juste rappeler une chose, hein, c'est comme tout insecte invasif, eh bien, forcément, quand il arrive dans une nouvelle région, il pullule. Hein, on l'a observé sur d'autres modèles. Hein, je pense en particulier à la mouche des fruits. Mais parfois, il reste là et il n'y a pas trop d'ennemis naturels pour le réguler. On a vu les résultats intéressants présentés sur les ennemis naturels. Heureusement, il y en a qui ont déjà été observés. Ça veut dire qu'il y en a certains qui s'intéressent déjà à ce ravageur. Et c'est tant mieux parce que ça veut dire qu'il y a des possibilités de régulation naturelle. Et comme ça a été dit, hein, le coton ou le gombo ne sont pas que les seules plantes hôtes de cette jacide. Je pense qu'il serait intéressant aussi que des équipes qui étaient là hein, s'intéressent au phénomène de résistance aux insecticides, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important, d'autant que, comme ça a été dit sur la présentation sur le Bénin, eh bien, c'est Saturnin d'ailleurs qui l'a dit, hein, qu'il y avait sans doute, il était originaire de l'Inde. Et vous savez que en Inde, sur le coton, c'est entre 20 et 40 traitements hein, qui sont effectués sur le coton. Donc une pression de sélection extrêmement forte, où d'ailleurs la jacide est connue pour être un des principaux ravageurs du coton dans cette région-là. Donc ce ravageur qui viendrait de cette région, il arrive certainement avec un très haut niveau de résistance, comme l'a montré les résultats de Djibril, ce qui fait que les insecticides qui sont couramment utilisés dans la région sont tous inefficaces. Comme vous le savez, pour certains d'entre vous, donc la résistance aux insecticides, c'est quand même c'est une de mes spécialités. Et un des risques justement avec les problèmes de résistance, c'est qu'on a des résistances croisées du fait que, en fait, l'insecte, lui, a la capacité de détoxifier de plus en plus rapidement les molécules qui le touchent. Et donc, on a un risque très fort de résistance Voilà. croisée à tout un tas d'autres molécules chimiques. Et c'est là que l'agroécologie est peut-être une réponse avec ses multiples formes, hein, comme ça a été dit par Djibril, par Anna et par d'autres, hein, sur le fait de réfléchir à des solutions agronomiques, des associations de culture, des plantes pièges des biopesticides, des ennemis naturels. Donc là, je pense il y a vraiment un travail qui mériterait d'être fait et en collaboration avec les différentes filières. Hein. On voit bien que c'est un problème qui intéresse aussi bien la filière maraîchère que la filière coton, en espérant qu'il ne va pas toucher d'autres cultures. Mais quoi qu'il en soit, la motivation de vous tous, hein, puisqu'on est plus de 70 à participer à ce webinaire, montre bien l'intérêt d'un grand nombre de chercheurs sur cette thématique-là. Et comme l'a dit Prof Sanon, là, qui est le président du réseau d'Iveco 6, je pense que cette thématique mériterait d'être développée davantage et que
un réseau particulier au sein de d'Ivecosis et puis au sein du projet Radius que certains connaissent, permettrait de faire un travail en commun pour harmoniser les protocoles, pour partager les résultats et puis de façon à avoir une action concertée dans la région. Pour ceux qui sont du coton, ils connaissent tous très bien le programme le PRPICA, qui est un réseau de gestion de ravageurs résistants aux pesticides, qui a montré toute son efficacité sur le coton depuis une trentaine d'années. Et donc, je pense qu'il faut s'inscrire dans cet exemple-là, qui montre la capacité des pays d'Afrique de l'Ouest à travailler ensemble et à mettre en commun leurs résultats, et puis aussi à discuter ensemble de stratégies communes. Il y a beaucoup de pistes qui ont été abordées. Voilà, donc je vous remercie encore tous pour votre participation. Je salue tous les amis dont j'ai vu le nom passer, et je remercie beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire qui, après celui des Acariens, et ben aussi a remporté un franc succès. Nous en aurons d'autres, et c'est le début d'une longue série. En tout cas, je suis vraiment très heureux de voir que ces Bonsoir. webinaires nous Ouais, permettent de ça va. partager des Ok. informations qui nous sont extrêmement utiles à tous. Voilà, je vais mettre fin à cette webinaire. Merci encore à tous les participants. Je vous souhaite à tous Merci. une bonne Merci, une bonne merci. Au journée, revoir. un bon week-end Merci. et puis de Bonne bonnes fêtes journée, de bon fin week-end à d'année tous. aussi à tous. Ok, merci à toi également. Merci, Merci. merci, Pareil, merci merci à beaucoup. À tous. très bientôt. À très Merci, bientôt. Oui. Thibaut Martin. Thibaut Martin, Merci. Merci, merci. docteur. Merci à vous. Ok, merci. Merci bien, merci bien. Merci bien, merci bien, merci bien. Et Et à merci la à prochaine. Dr. Guibel. Merci, Niabé.